96.9. Radio Bip ouvre les discussions des législatives avec les candidats de la 2e circonscription du Doubs. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Christophe Lim. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes maire adjoint de Besançon en charge de l'eau et de l'assainissement. Vous êtes président de la Fédération des régies publiques de l'eau, agent GRDF, syndicaliste. Oui. Vous êtes engagé dans la campagne pour les élections législatives, donc sur la 2e circonscription, candidat PCF Front de Gauche. Vous avez porté l'Avenir en commun, le programme de la France Insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le projet, c'est la France en commun. Oui. Alors, il y a eu des interrogations sur la division entre le PCF et la France Insoumise dans cette circonscription. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui vous diraient que ça manque un petit peu de cohésion ou qu'ils ont du mal à suivre, tout simplement? Mais ils ont raison. Ils ont totalement raison. C'est incorrect, mais même plus largement. C'est-à-dire que moi, je m'arrête même pas avec le fait de pas être en accord avec France Insoumise. C'est de savoir si on veut gérer ce pays ou si on veut être le principal opposant. Ça m'intéresse pas d'être le principal opposant, le meilleur opposant. Ça fait 30 ans que je suis le meilleur opposant, donc ça me fatigue de descendre tous les 15 jours, tous les 3 mois, place de la Révolution, de remonter la grande rue, de finir devant la préfecture et d'aller déposer une motion pour dire que je ne suis pas d'accord avec les décisions gouvernementales. Je fais pas de la politique pour ça. Je fais de la politique pour gérer. D'abord, c'est pour ça que j'ai un engagement au niveau des municipales, c'est pour ça que j'ai un engagement, comme vous l'avez rappelé, à l'intérieur de France au public, pour pouvoir développer la gestion publique de l'eau et de l'assainissement, ce qui prouve bien que quand on prend en compte ces éléments-là, on arrive à faire progresser un certain nombre de choses. Et donc, pour revenir à votre question, la division, elle est mortifère. Elle correspond pas aux attentes de l'ensemble de des citoyens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais aussi pour Benoît Hamon. Faut pas exclure. Je veux dire, il y a des gens qui ont voté sur Benoît Hamon, y compris qui ont résisté. Parce que voter Benoît Hamon jusqu'à la fin, c'était quand même pas si simple que ça, avec les pressions qu'il pouvait y avoir. Et donc, c'est des gens qui croient à un certain nombre de valeurs de gauche. Donc, on a tout fait pour pouvoir essayer d'avoir un accord au niveau national comme au niveau local. Moi, je vais m'appuyer que sur ce qui s'est passé au niveau local. Très rapidement, avec les autres composantes du Front de Gauche, puisqu'il n'y a pas qu'une opposition avec le PCF, parce qu'on le résume à ça. On a rencontré France Insoumise il y a déjà 3 mois pour essayer de trouver un terrain d'accord. Et très rapidement, on leur a dit, il y a 2 circonscriptions sur Besançon, on prend chacun une circonscription, et puis à partir de là, chacun mènera sa politique, y compris avec ses différences, parce que aussi on est différents, elle mènera de certaines façons. À l'époque, on nous a dit, il n'y a pas de possibilité de négociation, tout se passe au niveau national. Au niveau national, on nous a dit que le département du Doubs ne faisait pas partie de l'ouverture des négociations, mais on a quand même réinsisté 15 jours ou 3 semaines avant le premier tour des élections présidentielles pour essayer d'avoir de nouveau cet accord. Et il n'y a pas eu de réponse. Moi, j'avais proposé, y compris même un peu plus loin, que ma suppléante soit aussi de France Insoumise, parce que voilà, je pensais que c'était aussi une représentation intéressante. On arrive à un constat de désaccord. Maintenant, l'union, je la recherche, c'est-à-dire que quelque part, je l'ai cherché avec France Insoumise, je l'ai cherché aussi de l'autre côté. Et depuis quelques jours, on a un accord de soutien réciproque entre Barbara Romagnan et moi-même. C'est-à-dire que je la soutiens dans le cadre de la première circonscription, et elle me soutient sur la 2e circonscription. Et pour bien montrer notre volonté d'union, comme nous n'avions pas présenté de candidat aux élections présidentielles, nous n'en avons pas présenté non plus sur la première circonscription. Nous n'en avons pas présenté aussi sur la 3e circonscription, puisque là-bas, il y a
peut-être un risque de même pas avoir un candidat de gauche au deuxième tour et peut-être avoir le Front National qui risque d'être élu. Donc il y a un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Je pense que nous les avons pris. Maintenant, c'est aux électeurs de trancher entre ceux qui veulent l'union, qui la démontrent, qui la font, ceux qui, pour des raisons diverses et variées, je les respecte, chacun a une stratégie politique, ne souhaitent pas avoir une union et souhaitent demain de devenir le parti référent de l'opposition à Macron. Je crois qu'ils font une erreur, pas qu'avec nous. La gauche française, elle a toujours été diverse et variée. J'en sais quelque chose puisque on a eu quelquefois la même volonté hégémonique que le Parti communiste dans les années 60-70. On pensait que c'était que nous qui pouvions représenter l'opposition au gouvernement de Gaulle et compagnie. Après, il y a eu la même façon de faire de la part du Parti socialiste. Aujourd'hui, je pense qu'il faut éviter ce type d'erreur-là. On voit bien que cette gauche, elle est diverse, elle est variée, elle a beaucoup de choses communes, on a beaucoup de valeurs en commun, et puis on a quelques différences. Et moi, les différences, c'est pas un problème, parce que c'est des richesses. C'est-à-dire que quelque part, je pense que dans nos différences, on arrive à rassembler des gens. Et moi, ce que j'avais proposé, comme ma formation politique, c'est que justement, il y ait des représentations qui soient diverses et variées, et puis qu'on vote 80-90% des lois de la même façon, et puis que peut-être sur 10 ou 15% des lois, on vote d'une façon différente. Et alors ? Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des enjeux de cette deuxième circonscription du Doubs ? Alors, les enjeux sur cette deuxième circonscription du Doubs, c'est qu'on a une particularité quand même, c'est qu'avec un député sortant qui est là aussi libre à lui de le faire. L'idée, c'est pas d'un jugement personnel, c'est un jugement politique. D'abord, je l'ai dit d'une façon claire, je respecte totalement Éric Alauzet en titre de personne. C'est quelqu'un avec qui je travaille au conseil municipal. On a certes un certain nombre d'oppositions, mais l'homme me pose aucun problème, qu'on soit bien clair. Mais je crois que c'est bien de le rappeler quand on commence à critiquer un certain nombre de positions politiques. Éric Alauzet a fait un choix d'évolution politique, de quitter sa famille politique, de ne plus avoir le soutien aujourd'hui du Parti socialiste et d'aller avoir la majorité présidentielle, donc d'avoir un soutien de Macron et d'être pratiquement dans la formation politique En Marche. Donc on a une opportunité forte d'avoir une représentation. Et je vais le dire, s'il n'y avait pas cette division avec France Insoumise, je pense qu'on pourrait, pour la première fois sur cette circonscription, viser le fait d'être au deuxième tour. Ce qui serait quand même intéressant, c'est-à-dire d'avoir un candidat. Parce que parce que je pense être le candidat qui peut rassembler le plus. Si je ne suis pas au deuxième tour, il n'y aura personne de gauche au deuxième tour sur cette circonscription et on va revivre de nouveau l'épisode du deuxième tour des élections présidentielles. Il va falloir voter pour le moins pire, parce qu'on peut se retrouver avec le Front National, on peut se retrouver avec la droite qui est représentée par M. Fagot, qui est une droite dure, on le sait bien, et Éric Alauzet qui est très hésitant sur ses évolutions politiques. Donc les trois me plaisent pas. Je les mets bien entendu pas du tout au même degré d'opposition, mais ça je le souhaite pas. Donc si les électeurs de gauche, de cette vraie gauche, veulent aujourd'hui avoir un candidat au deuxième tour, il faut qu'on se rassemble autour de ma candidature. C'est ce que je propose. Libre à chacun de se déterminer. Alors, on va s'intéresser à plusieurs thèmes, plusieurs sujets que nous avons traités durant l'année. On a traité l'emploi, la justice, le droit des femmes, la moralisation de la vie politique aussi. Et on aimerait commencer avec les migrants, parce que vous savez, on va prendre un petit peu un exemple local. Oui. À Besançon, il y a plusieurs familles à la rue. La place Granvelle, c'est presque devenu leur lieu d'habitation pour plusieurs d'entre elles. Des familles, des enfants, des nourrissons même. La loi leur permet d'avoir un logement avant de connaître leur sort, s'ils sont déboutés ou non. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez agir ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre programme ? Oui, alors, deux axes là, l'axe local, puis je vais peut-être commencer celui-là parce que souvent on commence par l'axe national en disant il faut revoir la politique en Afrique, etc., etc. Je pense que tout le monde est à peu près persuadé que la politique qu'on mène sur le continent africain est désastreuse, la politique qu'on mène au Moyen-Orient est désastreuse, etc. Mais
je pense que tout le monde est à peu près convaincu que sur ces idées-là, y compris encore hier, je recevais le président du camp d'Aqaba Jaber, sur lequel je travaille depuis 10 ans, donc je pense ne pas avoir à montrer l'intérêt que je peux avoir sur ce type de conflit-là pour les régler. Je vais simplement montrer quand même que les gens qui sont insensibles à ce qui se passe sur la Méditerranée, je prends suivre une anecdote, elle est un peu provocatrice, mais je pense que de temps en temps il faut le faire. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, vous êtes avec votre famille, avec vos enfants, et que vous faites monter les gens dans un bateau, donc vous savez qu'il y a une chance sur 2 qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout, vous devez avoir une sacrée misère, une sacrée envie de quitter ce pays pour pouvoir le faire. Vous savez, quelquefois, j'ai été confronté, moi-même en tant que parent, de refuser que mes enfants montent dans un bus pour pouvoir traverser la France, pour pouvoir aller à l'île Dieu, vous savez, avec les voyages de vacances, en étant inquiet. J'étais inquiet de traverser la France dans un autoroute, dans un bus en toute sécurité. Pourtant, je les ai laissés passer, mais avec une inquiétude. Je me mets à la place des parents devant ce bateau. Voilà, je pense que c'est important qu'on rappelle un peu ça. Sur le local, nous intervenons régulièrement et Solange Joly, qui est conseillère municipale avec moi, est très sensible sur ce thème-là. Elle fait partie du réseau, comme moi, d'alerte sur les politiques de migrants. On intervient régulièrement, alors au-delà, y compris de la famine symbolique, d'apporter un certain nombre de choses à l'intérieur de ces familles pour pas qu'elles soient en difficulté. On intervient régulièrement auprès de la mairie pour avoir un certain nombre de solutions. Alors même si on nous répond que c'est pas une compétence de la mairie, mais nous on intervient régulièrement auprès du maire pour qu'il puisse peser sur son autorité, parce qu'un maire ça a une autorité, même si ça n'a pas d'obligation, ça a une autorité. Et puis on a intervenu plusieurs fois auprès de la préfecture. La dernière fois qu'il y avait des enfants au niveau de Granvelle, on a fait savoir au cabinet du préfet que s'ils continuaient comme ça, ils auraient bientôt dans la nuit, peut-être symboliquement parlant, les 5 élus communistes qui coucheraient avec les migrants. Le lendemain, ça a réglé le problème. Ça le réglera une fois, ça le réglera peut-être une deuxième fois. La dernière fois, on a intervenu parce qu'il y avait une coupure d'électricité, il y avait une prise. Bon, je travaille EDF, j'ai quand même un petit peu de réseau par rapport à ça. On a des Romains des Bois qui interviennent. Et donc, on a fait intervenir la nuit les Romains des Bois. Ça venait pas du réseau, ça venait d'ailleurs. Et le lendemain, on a intervenu auprès de la mairie pour pouvoir au moins remettre une prise. Donc, il y a une vraie sensibilité par rapport à ça. Moi, j'ai fait des soutiens, j'ai fait un certain nombre de choses, y compris avec l'écharpe tricolore, comme d'autres élus l'ont fait depuis un certain nombre d'années. Voilà, sensible, actif et efficace. Parce que c'est pas que dans les mots. Je pense que les gens aujourd'hui, ils attendent pas que des mots, ils attendent aussi des actions par rapport à ces éléments-là. Bien entendu, il faudra quand même régler ce problème d'arrivée de migrants. Je pense que c'est pas un choix, c'est un non-choix de partir comme ça, et il faudra vraiment qu'on travaille, et ça c'est mon action en tant que député, pour qu'on remette ces valeurs de paix en avant. Vous savez, il y a peut-être quelque chose qui est passé un peu inaperçu dans le nouveau gouvernement de M. Macron, c'est qu'il a changé le nom du ministère de la Défense en ministère des Armées. Alors, il y a une certaine hypocrisie derrière le mot ministère de la Défense. Sauf que symboliquement, depuis les années 70, ça a été fait par Giscard d'Estaing. On avait changé ce nom-là pour bien montrer qu'on avait une armée pour défendre le pays et non pas pour attaquer. Emmanuel Macron a remis le ministère des Armées. Quand Emmanuel Macron monte dans un camion militaire ce premier jour sur la remontée des Champs-Élysées, qu'il aille voir les blessés ne me pose pas de problème, parce qu'il y a un côté humain sur lequel je pense que quelles que soient les situations, les actions, les activités professionnelles, vous n'avez pas à mourir dans votre activité professionnelle, que vous soyez maçon, armé ou quoi que ce soit. Donc je mets la même atteinte à la dignité, au respect de la vie. Et puis il y a un certain nombre de symboliques qui font penser que je ne suis pas obligatoirement sûr que nous ayons un président de la République qui soit très axé sur la paix. Alors justement, des contrôles d'identité, de la présence policière, elle touche les migrants, on l'a vu. Elle touche aussi les militants, les étudiants, et on sent qu'on va un petit peu vers un tout sécuritaire. D'ailleurs, l'état d'urgence est prolongé. État d'urgence, prétexte pour brimer les contestations. Ça, c'est la conclusion du rapport d'Amnesty International qui a été rendu public il y a quelques jours. Oui. Alors, vous, député, est-ce que vous ferez levier? Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à ces décisions? Alors, j'ai signé les 10 interventions que propose Amnesty International. Je leur ai renvoyé immédiatement puisque j'étais d'accord avec tout. Le problème, c'est qu'on l'avait dit, quand on est rentré dans l'état d'urgence, aussi, j'aime bien un peu les provocations. C'est facile d'y rentrer, c'est difficile d'en sortir.
dès qu'on a rentré dans un espèce de système, alors on a inventé le Vigipirate 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'on a dû s'arrêter à 5, après on a mis le super Vigipirate, après on a mis super machin, truc chouette bidule. On voit bien alors que les Français, comme n'importe quel citoyen, aient droit à la sécurité, et que lorsque vous allez dans un concert, que vous évitiez de vous faire tuer, ça me paraît totalement évident. Qu'on mette ce système de sécurité, je suis pas obligatoirement sûr qu'il montre sa grande efficacité. On sait que ce type de choses-là, c'est le règlement politique, j'y reviendrai, mais c'est aussi dans le cadre du renseignement qu'on arrive à attraper un certain nombre de personnes. Vous pourrez pas sécuriser l'intégralité du pays, on va pas mettre des caméras partout, on va pas mettre un militaire derrière chaque citoyen, il y en aurait pas suffisamment. Donc il faut trouver un certain nombre d'autres solutions. Donc cette disposition-là, les députés communistes Front de Gauche ne l'ont pas votée, ils ont voté contre, ils s'est abstenu la première fois parce qu'il y avait quand même j'allais dire un espèce de sentiment, c'est parce que ça s'est fait très rapidement dans les heures qu'on suivit. Alors, les députés sont abstenus, les sénateurs, 2 jours après communistes, ont voté contre. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait voter contre directement. Oui, je suis aussi critique de temps en temps. Après, j'ai compris parce que j'avais en lien ces députés qui m'ont dit, mais ils étaient juste après Charlie Hebdo, il y avait quand même de l'émotion. Et quand on est chargé sur l'émotion, même quand on est député, quelquefois, on peut céder à un certain nombre de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir sur quelque chose de plus raisonnable, de plus qui correspond à la réalité d'un certain nombre de pays. Et bien entendu, il faut sortir le plus rapidement possible de ce type d'aspect sécuritaire dont on sait qu'elle ne correspond à rien et qu'elle peut parfois être utilisée à d'autres fins. Et en plus, elle peut être utilisée par d'autres choses, on le sait bien, avec tout ce que ça peut comporter. D'ailleurs, on l'a vu pendant la loi travail, il y a eu une espèce de... Oui, voilà. Oui, il y a eu quelques pressions pour ne pas faire de manifestations, etc. Oui. Oui. Alors on va parler un petit peu de cette loi travail. Oui. Elle est en train d'être remusclée. C'est la loi travail 2.0. Oui. Que faire alors faut déjà pas oublier que la loi travail, c'est pas la loi El Khomri, c'est la loi Macron. C'est la loi Macron. Ben oui, on oublie un petit peu. Macron a démissionné et Madame El Khomri a récupéré le bébé, c'est le cas de le dire. Je suis pas obligatoirement sûr qu'elle était très satisfaite de le récupérer. Mais qu'importe, quand on assume, quand on prend, il faut assumer jusqu'au bout. Donc elle s'appelait bien la loi Macron. Les quelques avancées qu'on a pu obtenir ou éviter d'être trop ambitieux par rapport à ça, par Madame El Khomri, Monsieur Macron veut les remettre en cause et les mettre en application. C'est-à-dire que la conception de la loi qu'il avait prévue au départ, il pense que c'est une bonne loi. La seule chose qu'il considère, c'est que Madame El Khomri n'aurait pas dû reculer sur quelques points et qu'il va chercher à la mettre en application. En plus, là aussi dans un aspect très démocratique, puisqu'il veut passer par ordonnance. Là aussi, on est aussi dans un état d'esprit un peu les ordonnances. Pour ceux qui savent, on les prend dans des conditions difficiles du pays. Elles ont été prévues pour ça. Là où elles vont être dévoyées, c'est un peu comme le 49.3. On dévoie, pour moi, la démocratie et c'est à peu près le même système. Et donc on voit bien, et ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est un gouvernement de droite qui veut être une application de gouvernement d'une politique de droite économique et sociale. Moi, j'appelle quand même les électeurs qui votent pour les candidats d'En Marche. Souvent, vous savez, sur le marché, je leur demande de me citer 3 actions qui sont prévues dans le programme. Essayez, hein. Généralement, quand ils vous en sortent une, c'est bien. Quand ils vous en sortent 2, c'est exceptionnel. Les 3, c'est des militants. Puis encore, c'est pas obligatoirement les candidats parce que quelquefois, ils connaissent même pas le programme. Donc, c'est ça qu'il faut montrer, c'est que c'est une politique de droite. Moi, j'entends aujourd'hui un petit peu un certain nombre de gens qui disent on a voté pour un président, il est bien, il y a un peu de droite, il y a un peu de gauche, il a pris des gens intéressants à l'intérieur. Moi, les gens, c'est une importance, les individus, mais ce que je veux mettre en œuvre, c'est la politique qu'on va mettre en œuvre derrière. Et on voit bien que la politique, et tout particulièrement ceux qui vont prendre les premiers, ça va être les salariés, ça va être les chômeurs, ça va être les retraités avec l'augmentation de la CSG. J'ai un peu l'impression qu'on fait une accélération du quinquennat Hollande-Valls à la puissance 2, on va dire comme ça. Donc oui, il est sorti de ce gouvernement, peut-être parce qu'il allait pas assez vite, parce qu'il allait pas assez à droite, parce qu'il allait pas assez vite. Moi, je trouvais qu'il allait déjà bien assez vite dans la remise en cause de ses engagements. Donc voilà, on est sur des batailles, et je fais le lien avec ce que vous disiez un peu au début. Notre division, je pense que les citoyens vont nous la reprocher, y compris dans les jours qui suivront. Ils vont nous la reprocher le jour du premier tour,
ils vont nous la reprocher le jour du deuxième tour, et je pense qu'ils vont nous la reprocher immédiatement quand on sera dans les manifestations en disant on vous remercie de ne pas vous être mis d'accord. Aujourd'hui, on a peut-être Macron avec éventuellement une majorité pendant 5 ans. Merci d'avoir laissé passer cette politique pendant 5 ans. Alors on a parlé un petit peu de la loi travail, le public qui va être directement impacté. Alors, vous avez parlé des retraités, voilà, mais il y a aussi les femmes. Oui. Les femmes vont être directement impactées par ces mesures-là, comme souvent d'ailleurs. Oui. Alors votre première mesure à vous, c'est un renforcement immédiat des dispositifs contraignants pour l'égalité salariale et professionnelle. Alors, oui, parce que ça fait des années qu'on est en cause de ça. Hein. Alors on a évolué. Après, il faut quand même se rappeler que le droit des femmes, ça date d'après-guerre, pendant le Conseil national de la résistance, à l'initiative des communistes. C'est quand même bien de le rappeler. C'est comme la sécurité sociale, c'est comme un certain nombre de choses. C'est bien de rappeler l'histoire. On nous rappelle souvent notre histoire de ce qui s'est passé dans les goulags. On nous rappelle rarement ce qui s'est passé dans la création de la Sécu. Moi, j'assume tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me permet de me dire que je veux la Sécu puis que je veux plus le goulag. C'est une petite anecdote, comme ça me permet de pouvoir le dire facilement. Donc oui, les femmes, généralement, dans la remise en cause, on regarde un petit peu dans tous les pays qui reculent, les deux catégories qui reculent le plus souvent, c'est les femmes et la culture. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. Alors si en plus vous êtes une femme et que vous faites de la culture, alors là, je peux vous dire qu'il ne faut pas sortir dans un certain nombre de pays. Double peine. C'est vrai, double peine. Bien entendu, en France, on a évolué sur un certain nombre de points, mais quand aujourd'hui, l'ensemble des rapports démontrent qu'il y a environ une différence de 18% à catégorie égale, à historique égale, dans un pays, et que la seule obligation que peut avoir un comité d'entreprise, c'est d'avoir une analyse chaque année pour vérifier que les 18% sont bien restés les 18%, il va falloir qu'on s'en sorte. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Donc c'est vrai que je demande des mesures contraignantes sur le quinquennat. L'idée, c'est pas du jour au lendemain. Il faut accepter un certain nombre d'évolutions qui nous permettra de régler, bien entendu, l'aspect financier, mais qui nous réglera aussi les aspects de cotisation sociale, qui nous réglera les aspects de retraite, qui régleront un certain nombre d'évolutions. Mais l'égalité homme-femme, c'est pas que ça. C'est pas que l'aspect professionnel, c'est aussi la vie d'une façon générale, et ça nous remet y compris nous en cause, les hommes. C'est-à-dire que quelque part, c'est cette conception-là qu'on a historiquement, y compris moi je le porte de temps en temps. Je veux dire, de temps en temps, quand je m'analyse, je me dis, je parle beaucoup d'égalité homme-femme, des fois je la mets pas beaucoup en application. Donc ça, c'est toute une culture qu'il faut qu'on retravaille. Il y a eu des évolutions importantes dans le cadre de l'accès aux fonctions politiques. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont bougé, mais on voit bien qu'il faut maintenant aller sur des mesures contraignantes. Je suis pas un fanatique des mesures contraignantes, mais quand ça fait des dizaines d'années qu'on discute de quelque chose, il faut arrêter, il faut passer aux mesures contraignantes. Votre mission à la ville de Besançon concerne l'eau, et c'est dans ce cadre que vous avez été approché par l'association Palestine Amitié. Pouvez-vous nous en parler davantage? C'est un sujet sur lequel j'ai été attiré assez rapidement. J'étais élu en 2001, 2003, 2004. La FPS, l'association France-Palestine Solidarité, m'a sollicité parce qu'elle avait des contacts avec un camp qui se situe à côté de Jéricho et qui avait des problèmes d'alimentation d'eau. Donc c'est à partir de domaines techniques qu'on a démarré. On s'est rendu sur place, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui pour pouvoir y aller, et très rapidement on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes techniques d'eau, bien entendu, et qu'on a amené une coopération avec ce camp palestinien qui aujourd'hui a permis de refaire complètement l'intégralité du réseau, ce qui permet à ce que toutes les familles aient une alimentation en eau, ce qui est quand même pas mal. Mais je pense que cette coopération, elle est essentielle, pour moi, elle est essentiellement politique. C'est-à-dire que quelque part, derrière, avec d'autres élus, Sébastien Maire, moi je suis toujours à le situer parce que c'est à cette époque-là l'adjoint à la coopération décentralisée. On s'est battu sur l'aspect politique. On a réussi à obtenir à ce qu'il y ait un jumelage avec le camp palestinien. Et je peux vous assurer que quand les Palestiniens ont été présents et qu'ils ont vu le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, là aussi, petite provocation, l'eau, c'était plus rien. Bien sûr, c'est indispensable pour la vie, etc. Mais souvent, quand je discute avec eux, ils nous disent, dans ce cadre de cette coopération, c'est surtout ne nous oubliez pas. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que tant qu'on n'aura pas réglé ce conflit-là, on ne réglera pas d'autres conflits. Que malheureusement, quand il y a d'autres conflits, on oublie celui-là. Et que la problématique de l'eau est une vraie problématique à l'intérieur de ces pays.
c'est malheureusement peut-être un laboratoire de ce qui risque de se passer partout dans le monde. Moi, je suis de ceux qui sont très sensibles sur le réchauffement climatique, qui va toucher bien entendu des pays tels que les nôtres, mais qui va essentiellement toucher le Moyen-Orient, l'Afrique, le Proche-Orient, et que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait de dire que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les prochains grands conflits seront des conflits liés à la propriété de l'eau. Et quand vous êtes aux frontières israéliennes, palestiniennes, vous êtes dans la guerre pour obtenir et qui va avoir l'eau. Donc cette coopération, elle a bien entendu un but technique, elle a un but essentiellement politique, et c'est sûrement une des plus belles fiertés de ce que je porte à l'intérieur de mon mandat. Si un jour je devais faire la fin de mon mandat, ça fera partie des choses sur lesquelles j'ai eu un peu l'impression d'être un peu efficace et actif, et puis servi à quelque chose en tant qu'élu, parce qu'il y a des fois on se pose des questions, faut pas croire. Alors on arrive à la fin de notre entretien, je vais vous laisser conclure. Voilà, je vous donne la possibilité de conclure. Moi je pense que il faut qu'on s'interroge pour savoir quelle gauche on va avoir à partir de maintenant. La gauche divisée, la gauche qui hégémonique, ça ne marchera pas. Il faut qu'on retravaille, et il y a un certain nombre d'associations. Edge sur Besançon est une association qui s'est créée il y a quelques mois, auquel participent un certain nombre de formations de gauche opposées à la politique très libérale, voilà, qui réfléchissent un petit peu sur ce qu'on va reconstruire. On est à peu près persuadé que les élections, il n'y aura pas une majorité, quelle qu'elle soit, y compris avec nos divisions. On va finir avec 20 ou 30 députés. Ça sera bien, mais c'est pas suffisant. Donc il faut qu'on vise que dans les prochaines années, on soit majoritaire à l'intérieur de ce pays. On ne sera pas majoritaire tout seul. Il faut s'écouter, il faut se respecter, il faut s'enrichir mutuellement. Il faut garder nos différences, parce que je pense que on va pas se mouler chacun dans un certain nombre de choses, et qu'à partir de là, les expériences qu'on est en train de travailler nous avec Barbara Romagnan, sont des expériences intéressantes. Voilà. Et il faut s'élargir aussi au mouvement syndical, au mouvement associatif. Il faut pas parler de la société civile dans les 3 mois qui précèdent des élections pour les mettre sur vos tracts électoraux pour dire, voyez, j'ai machin qui me soutient, etc. Puis après, ne plus les avoir. Je pense qu'il faut qu'on fasse de la politique un peu autrement, qu'on s'associe plus. Moi, je le dis souvent, je suis toujours très preneur des réflexions qu'ont un certain nombre d'associations. Je prends souvent l'abbé Pierre. Il y a des vraies réflexions autour du logement, du mal-vivre, des mal-logements, etc. Je suis pas d'accord avec tout. Mais à l'intérieur, il y a des gens d'expérience, il y a des gens qui ont travaillé sur un certain nombre de points. Tout à l'heure, on parlait avec les migrants. On voit bien qu'il y a des associations qui travaillent avec les migrants, qui ont un certain nombre de solutions. Je suis pas d'accord avec tout, mais il y a un moment, c'est là qu'on doit puiser les solutions pour notre société, quoi. D'abord, c'est un des éléments que je proposerais, c'est de créer un comité citoyen lié aux députés. Je m'engage à ce que le comité citoyen, il y a un certain nombre d'élus, il y a un certain nombre de représentants d'associations, il y a des gens qui soient tirés au sort, et je m'engage à ce que régulièrement, j'aille leur dire pourquoi j'ai voté, comment j'ai voté et quel projet va être proposé dans les 3 mois qui viennent. Il faut qu'on ait ce lien. Je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut rejeter les partis politiques, ils ont leur utilité, mais si les partis politiques ne sont pas en lien direct avec la vie, ils vont mourir. On s'en recrée, puis il y a aussi une certaine hypocrisie, parce que la première chose qu'a fait Macron quand il était élu, c'est qu'il crée un groupe politique. C'est assez marrant, il était élu pour dire qu'il fallait plus de groupe politique, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée un parti politique. Donc voilà, moi je pense que c'est une candidature ouverte. J'ai presque 800 soutiens aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais réalisé. Des gens qui sont très larges, qui partagent pas toutes mes idées, mais qui considèrent que sur les engagements, j'ai tenu mes paroles, je suis fidèle à mes engagements. Je l'ai dit parce que quelquefois je suis interrogé pour savoir ce que je ferai lors des prochaines municipales. Je le dis très tranquillement, je ne changerai pas de parti pour être maire. Voilà, donc c'est un choix, j'assume, c'est quelquefois difficile, c'est quelquefois pas simple, mais au moins ça me permet de pouvoir me regarder tous les matins dans la glace en étant assez fier de ce que j'ai fait la veille et en espérant, avec quelquefois les doutes, de lce que je vais faire dans la journée. Merci beaucoup Christophe Lim. Merci de votre accueil. Radio Bip 96.9